Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le projet de loi sur les mines, actuellement débattu à l'Assemblée populaire nationale, suscite une vive opposition politique. L'Algérie s'apprête à apporter de profonds et larges amendements à la loi régissant les activités minières. Outre l'abandon de la règle des 51-49% en vigueur, la nouvelle loi introduit donc une nouvelle disposition: l'octroi de permis d'exploitation des titres miniers à des personnes morales créées par des actionnaires étrangers de droit algérien, de manière à limiter la participation de l'entreprise nationale à 20% du capital de la société exploitante pendant toute la durée de vie de la mine. Le projet prévoit également, pour concrétiser cette amélioration, de supprimer le caractère stratégique des substances minières contenues dans la loi en vigueur, loi du 24 février 2014 portant la loi minière. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a affirmé que le projet de loi régissant les activités minières était à même de renforcer la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, soulignant que ce principe est fondamental, sacré et non négociable. Pour le ministre, l'exploitation de ces ressources demeure soumise à l'obligation de créer des sociétés de droit algérien, ce qui garantit à l'État une part importante des revenus, tout en permettant aux investisseurs de transférer leurs bénéfices après le paiement de l'ensemble des taxes, redevances et droits de la société nationale. Concernant la règle 49-51%, dans le secteur minier, à l'exception des carrières, M. Arkab a précisé que l'objectif de cette révision était de trouver un équilibre entre l'attraction des investissements et la protection des intérêts nationaux à travers des mécanismes plus flexibles et efficaces, tels que le droit de préemption et le contrôle rigoureux. Pour ceux qui critiquent ce projet soulève des interrogations et des sérieuses inquiétudes. Le FFS, le Parti des travailleurs, se disent inquiets quant aux retombées négatives et graves pour la souveraineté nationale et l'intérêt stratégique de l'Algérie. Les deux partis demandent le retrait pur et simple du texte soumis au Parlement pour débat et adoption. Pour un certain nombre de spécialistes et d'opposants algérien, en plus de son caractère permissif qui laisse la porte grande ouverte aux prédateurs internationaux et grandes firmes rompues au pillage et à l'exploitation sauvage des terres et des richesses. Il désarme le pays de toute possibilité juridique de recours, même en cas de catastrophe écologique ou environnementale avérée. Le projet de loi en question ne contient ni un contrat type sur les partenariats, ni un cahier des charges précis fixant les obligations socio-environnementales des opérateurs vis-à-vis de l'État et des populations riveraines. En plus du fait que cette loi ne prévoit aucune disposition anticipant les mutations profondes actuelles qui secouent le monde en matière fiscale et douanière. Il propose d'exonérer les opérateurs miniers de toute obligation fiscale. En l'absence d'un débat démocratique qui permette une large concertation avec les acteurs sociaux, les associations, les experts, les spécialistes du droit, les compétences techniques et les responsables politiques, une telle loi qui engage l'avenir de notre pays doit être retirée. Nous débattrons avec nos invités de ce projet de nouvelle loi sur les mines, juste après cette petite intro. Algérie, projet de loi sur les mines, une menace pour la souveraineté nationale. Point d'exclamation, donc point d'interrogation, pardon, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sid Ahmed Sidi Mnad, expert senior à l'ONU, qui est avec nous depuis Vienne via Skype.
Docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci de l'invitation et bienvenue à vos invités et bonne écoute à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation à nouveau. Merci, Gamal Abina. On a aussi le plaisir d'avoir aussi avec nous ce soir Lyes Jubaili, économiste, militant politique. Il est aussi ingénieur, Lyes Jubaili. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Lyes. Merci Nasser pour l'invitation et je salue vos invités, M. Gamal Abina et M. Sidi Mennat. Merci bon corps pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Saïd Zahi, qui est avocat militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. D'abord, on va essayer de comprendre c'est quoi cette nouvelle ou ce projet de loi sur les mines. On va faire passer cette petite vidéo, Soundbite One, nos amis de la régie. Donc, une petite info sur ce projet de loi. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables a présenté un projet de loi controversé sur l'exploitation des mines. Mohamed Arkab a informé les représentants que le projet comprend un ensemble de mesures, d'incitation et de procédures en vigueur à l'échelle mondiale. Mesures visant, selon le ministre, à encourager l'investissement minier, à renforcer la transparence et la stabilité du secteur et à suivre son évolution. Le ministre n'est pas entré dans les détails du contenu du projet et des mesures controversées qu'il propose, selon des politiciens et des experts. Beaucoup d'experts économiques ont exprimé de nombreuses réserves sur plusieurs dispositions de la loi et concessions qu'ils ont qualifiées de dangereuses. Nos députés ont consacré une seule journée pour discuter le contenu de cet important projet et devraient le voter le 16 juin prochain. Voilà, et aussi on va écouter les déclarations du ministre sur ce projet de loi sur les mines. On va écouter ces déclarations. المادة 5 والذي سيتم التفصيل فيه في إطار الأحكام الجبائية التي ستحدد عن طريق قانون المالية. سيدي الرئيس، سيدات وسادة النواب الأفاضل، فيما يخص دور المستثمر المحلي، الكفاءات الوطنية والنقل التكنولوجية، إن تمكين المستثمر المحلي وتثمين كفاءاتنا الوطنية وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا هي من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. فبالنسبة لدعم المؤسسات الجزائرية والكفاءات الوطنية، تسعى الحكومة جاهدة لتوفير بيئة استثمارية مواتية للمؤسسات الجزائرية، بما في ذلك تسهيلا للحصول على تمويل، كما أن تطوير الكفاءات الوطنية خاصة مهندسي المناجم هو أولوية. إن مشروع القانون من خلال تشجيعه للشراكات يهدف إلى تمكين المؤسسات الجزائرية من اكتساب الخبرات والتكنولوجيات اللازمة، وسنحرص على تكريس هذا المبدأ. Voilà, le ministre donc des Mines et des Énergies renouvelables, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, dans cette déclaration de cette vidéo que vous avez vue. On va revenir parce qu'il y a eu de la réaction par rapport donc au projet de loi sur les mines. D'abord, ce titre de la PS que vous allez voir, projet de loi sur les mines, renforcer la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, a déclaré donc Monsieur Arkab, le ministre donc de l'énergie et des mines. Le ministre donc déclare que l'exploitation de ces ressources demeure soumise à l'obligation de créer des sociétés de droit algérien, ce qui garantit donc à l'État une part d'importante des revenus.
Mais aussi, on va voir ce titre du journal Le Matin des Aides, projet de loi sur les mines, une menace pour la souveraineté nationale selon le FFS et le PT. Voilà. Docteur Sidi Ahmed Sidi Mennad, je vais commencer cette émission avec vous. On va essayer bien sûr de comprendre, d'après vous, je comprends que vous êtes contre cette loi, Docteur Sidi Ahmed Sidi Mennad. Pourquoi, d'après vous, ce projet de loi n'est pas une bonne chose donc, pour notre pays? Oui, merci Nasser. Avant d'aborder la question en elle-même, j'aimerais préciser quand même que, en ce qui me concerne, et je crois pouvoir le dire pour beaucoup de mes camarades et mes amis, nous ne sommes pas du tout contre l'exploitation des richesses du sous-sol algérien. Au contraire. Parce que c'est quelque chose qui peut effectivement apporter un plus à l'économie nationale. Et je dis bien un plus, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Ça veut dire que ces mines, lorsqu'elles sont exploitées, elles devront servir à une industrie de transformation, à une industrie structurante, et non pas à l'exportation. Parce qu'en fait, si tel que cela se dessine, les choses sont tellement claires, on le voit avec Taleh Hamza, on le voit avec Garage Billet, on le voit avec le complexe engrais phosphaté intégré, avec donc un titre très pompeux de TBSA. Mais la réalité du terrain nous commande d'être très très prudents. À savoir que l'idée principale, c'est effectivement d'appeler, de faciliter, comme le dit si bien le ministre, l'investissement étranger, bien sûr, et bien sûr, par la suite, permettre l'exportation des minerais bruts, pas si bruts que ça, puisqu'il s'agira, pour ceux qui connaissent bien le sujet, de débarrasser le minerai de sa gangue, qui est à peu près de 90 à 95% du poids total. Alors, vous imaginez, quand on parle de millions de tonnes à extraire, les millions de déchets qui vont s'en suivre, ce seront des terrils, comme on les appelle, qui seront donc abandonnés sur place avec donc un lessivage, parce que ce sont des déchets qui seront pollués par plusieurs, notamment métaux lourds, de l'arsenic et j'en passe. Donc beaucoup de polluants, et lorsqu'effectivement vous aurez des pluies, comme ça arrive très souvent, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un phénomène de lessivage. Les experts le connaissent bien et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai eu au cours de ma carrière en environnement en Algérie, on a eu beaucoup de sujets à traiter en matière de lessivage, où on retrouvait dans les oueds des quantités phénoménales de polluants. Ceci dit, aussi, que ça serve à une industrie, l'industrie algérienne, pour qu'il y ait cette fameuse valeur ajoutée, et aussi à protéger notre environnement. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut que les choses soient aussi claires à ce sujet. La protection de l'environnement et la santé des populations est une préoccupation majeure quand il s'agit de l'extraction, donc d'industrie extractive en général. Sans parler bien sûr de la protection de tous les travailleurs. Ce seront des mineurs algériens, de pauvres mineurs algériens à qui on dira on vous offre des emplois et c'est à vous de descendre et de ramener tous ces minerais à ciel ouvert. Ça, il faut que les choses soient bien claires. Or, lorsqu'on lit ce projet de loi par rapport à ce que déclare justement M. Arkab, renforcer la souveraineté nationale. Prenons le premier point, renforcer la souveraineté nationale. Or, ce projet de loi est tout sauf de renforcer la souveraineté nationale. Premièrement, et c'est la règle 51-49 qui saute, c'est-à-dire que à partir du moment où cette loi sera adoptée, les investisseurs étrangers pourront être majoritaires, et ils le seront, puisque l'État ne pourra avoir plus que 20% dans les actions. C'est-à-dire que
un investisseur pourra avoir même jusqu'à 100% des actions au niveau de cette mine. En plus, le caractère stratégique tel que prévu par la Constitution, un projet de loi ne peut pas balayer un article de la Constitution. Or, le caractère stratégique saute au niveau de ce projet de loi. Troisièmement, la protection de l'environnement. Entre la loi de 2014, encore que la loi de 2014 a été édulcorée, mais disons qu'elle avait son intérêt, c'est qu'il y a obligation d'une étude d'impact intégrée sur l'environnement. Pour tout projet de mine important, et il y a toute une liste de mines qui sont soumises à une étude d'impact détaillée, intégrée. L'étude d'impact, elle est consacrée par un décret sur les études d'impact. Et je suis fier d'avoir été à l'origine de ce décret sur les études d'impact, qui a été bien sûr amendé depuis à plusieurs reprises. Mais c'est un décret sur les études d'impact qui essaye de cerner tous les contours d'atteinte à l'environnement et à la santé des populations au niveau de ces mines. Or, ça saute aussi, puisque dorénavant, au niveau de ce projet de loi, il s'agira simplement d'une notice d'étude d'impact, c'est-à-dire ce qui était prévu dans la loi 2014 pour des petites mines comme les carrières, comme des projets qui ne sont pas structurants ou qui ne sont pas importants. Donc, une simple notice d'impact et qui va faire l'objet d'un avis favorable du Wali. Ce n'est même pas une autorisation. Et lorsque le Wali aura approuvé ou donné son avis favorable, il ne pourra plus reculer. Maintenant, on va passer à l'aspect investissement. Les investissements sont garantis, c'est-à-dire que l'investisseur qui va venir, il aura toutes les garanties possibles et imaginables pour ne pas être perdant, soit dans la prospection, soit dans l'exploitation. Et ça, c'est quand même quelque chose que je vous assure que j'ai eu le temps. Sur l'aspect de l'investissement, je vais vous rendre, parce que sur l'aspect de l'investissement, docteur Sidi Mennad, le ministre le dit, l'Algérie veut diversifier son économie et que aussi la règle de 49-51%, peut-être pour beaucoup d'experts, ils vous diront que c'est une règle qui est dépassée. Le monde est ouvert maintenant et les richesses minières sont demandées par les grandes puissances dans le marché international. Pourquoi l'Algérie ne va pas jouer cette carte? Très rapidement, Dr Sidi Mennad. Oui, j'allais y venir, parce que la règle 51-49, elle pourrait être considérée comme dépassée. Mais elle ne pourrait être considérée comme dépassée si nous avions en Algérie les moyens de contrôle, les moyens d'inspection, les moyens d'encadrer toute cette exploitation des mines. Or, aujourd'hui, je suis désolé, je sais de quoi je parle, il n'y a pas les moyens, que ce soit humains ou matériels, pour garantir qu'un groupe minier qui arrive chez nous puisse être contrôlé d'une manière stricte et d'une manière, scientifique et technique. C'est cela qui fait peur. Ce n'est pas tellement la règle du 51-49 qui est un problème. Effectivement, un groupe minier peut venir et s'astreindre aux lois qui régissent ce pays. Mais même cette loi, vous vous rendez compte, en matière, par exemple, d'environnement, les dispositions environnementales sont supprimées par cette loi. Je suis désolé, mais c'est quelque chose qui est en toute mesure et en toute sagesse, ne peut être accepté. Il n'est pas possible qu'un groupe minier qui vienne, il vous donne une simple notice d'étude d'impact qu'il va remettre à un Wali, qui, je ne sais pas quels sont les moyens qui vont être mis à la disposition du Wali, mais également avec certainement une concertation avec les gens de son harem. Mais je suis désolé, dans toutes les lois du monde, ceci n'existe pas. Et encore, je vous parle des lois dans les pays les plus pauvres et qui sont pillés journellement, quotidiennement par ces grands groupes miniers.
Donc, parler justement du 51-49 pour dire que c'est un obstacle, ce n'est plus, comment dirais-je, la raison d'être. Effectivement, on pourrait penser à aller jusqu'à 100% des actions aux investisseurs pour les attirer. Mais malheureusement, la question qui se pose, a-t-on effectivement les moyens de cerner, de contrôler et d'être vigilant concernant toutes ces activités-là? Parce que ces grands groupes miniers, allez voir dans les pays, notamment les pays pauvres, je vous assure que vous allez voir un documentaire sur le Pérou, une mine de plomb au Pérou. C'est un désastre. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, que j'ai le plaisir de connaître, me dit « je ne peux rien faire parce que nous avons un contrat avec ce groupe canadien qui ne me permet pas de lutter pied à pied avec cette Très bien, restez avec nous, docteur. Restez avec nous, docteur Sidi Mennad. Gamal Abina, vous avez entendu donc docteur Sidi Mennad, qui est expert, donc senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone, pour l'environnement, et beaucoup aussi de partis politiques, d'opposants, des experts qui disent que ce projet de loi sur les mines est une menace pour la souveraineté nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Je tiens à saluer la qualité d'expertise qui a été donnée à l'instant. Je n'ai pas cette expertise dans le domaine minier, effectivement, mais j'ai appris beaucoup de choses. Les problématiques soulevées sont de plusieurs ordres. Premier ordre, c'est l'impératif, effectivement, de diversification économique, qui est relevé plusieurs fois, d'ailleurs depuis toujours, en Algérie. Et s'intéresser au secteur minier, c'est espérer effectivement diversifier la production pour dépendre moins du pétrole et du gaz. C'est une perspective intéressante parce que le pays est très riche et qu'il y a des réserves considérables non exploitées. Et malheureusement, ce qui pose problème, je pense, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect juridique, l'instabilité chronique que l'Algérie connaissait sur un plan juridique et qui faisait fuir les investisseurs. Les investissements directs étrangers, donc je parle que d'économie, je ne parle pas de technologie, les investissements directs étrangers n'étaient pas très séduits par l'Algérie pour ces raisons-là. Depuis, des lois sont passées et on veut garantir aux investisseurs qu'ils n'auront pas de problème et que le cadre juridique leur garantira une protection de leurs investissements et de la récupération de leurs bénéfices. Second aspect, c'est l'aspect technologique. L'Algérie, malheureusement, mais c'est normal, ne dispose pas de compétences technologiques suffisamment avancées pour pouvoir faire ce travail de recherche minière, d'exploitation, de forage, et simplement des capacités pour pouvoir détecter les lieux où il y a le plus d'intérêt et d'attractivité en matière d'investissement. Donc ça, c'est un élément qui est important. Donc le caractère juridique qui faisait fuir les investisseurs, le caractère effectivement des compétences nationales qui sont malheureusement pas encore au rendez-vous, et puis l'autre aspect, et c'est un aspect lié à la souveraineté nationale, ça a été évoqué, la question effectivement du 49-51, qui est une loi qui était destinée, il faut le rappeler au départ, c'était généralisé d'ailleurs pour tout le monde. Puis après, ils ont resserré un petit peu cette loi sur les investissements stratégiques, donc les investissements essentiels pour le pays, les grands investissements, les investissements qui ont un impact à la fois économique, macroéconomique, mais surtout un impact de souveraineté. Et cette loi était intéressante parce que ça protégeait effectivement les secteurs stratégiques. Là, ils vont discuter au Parlement de la possibilité d'amender ou de réduire, ou de même quasiment d'écarter la loi par rapport au secteur minier, sans doute pour pousser l'investisseur à venir plus facilement, avec des attractivités fiscales, on le sait déjà, avec effectivement un cadre légal plus stable, mais surtout avec la volonté de développer à fond le secteur minier, qui est déjà d'ailleurs en amorce. On voit bien la mine de fer qui est exploitée aujourd'hui avec les Chinois, on voit bien que le phosphate de même, mais apparemment il n'y a pas assez d'investissement. Alors c'est ce qui est discuté, c'est un secteur stratégique. Alors la question de souveraineté par rapport à ça, elle peut être discutée, ça va être certainement largement discuté au Parlement, mais effectivement, la problématique aujourd'hui principale, c'est la question de l'investissement. Est-ce que les investisseurs viennent? A priori pas, d'après ce que j'ai compris. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est à vérifier. Mais ce qui est certain, c'est que cette ouverture tous azimuts peut, et là j'interroge effectivement cette question, peut poser problème, et je le comprends, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas brader, même pour 49%, je dirais, à la richesse de l'Algérie. Il faut faire très attention à cela. Et je pense, l'autre question qui est évoquée, mais c'est une question malheureusement à laquelle on ne peut rien faire, c'est la question de l'écologie. Tous les pays du Sud qui sont exploités sur le plan minier sont systématiquement, malheureusement, pollués. C'est un grand classique. Et on l'observe en Amérique du Sud, on l'observe même en Chine. Il faut voir un petit peu le traitement de la terre en Chine. Donc c'est vrai que les mines en général, ont toujours été très polluantes. Donc là-dessus, il faudrait un cadre légal renforcé aussi, parce que c'est dangereux.
Mais est-ce qu'on peut éviter l'exploitation minière? Je n'y crois pas. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut pour cela ouvrir un capital au-delà du contrôle de l'État algérien? Je pense que ce serait une erreur, mais je ne connais pas tout le cadre total, mais je pense que si c'est discuté, la question qui va poser problème, c'est est-ce que oui ou non, on laisse le contrôle de secteurs stratégiques à des étrangers? Très rapidement, Gamal Abina, on se rappelle de cette phrase qui a été prononcée, et je vais vous donner la parole, Liache Beil, de cette phrase qui a été prononcée donc, par l'ambassadeur algérien à un journal donc, américain à Washington, qui a dit que la seule limite, c'est le ciel en termes de coopération. Et on a vu, par exemple, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et comment l'Ukraine, donc, si on peut dire, a bradé ses richesses minières. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire le parallèle? Beaucoup d'observateurs parlent aussi de ce parallèle, qu'on est en train de brader nos richesses minières. Gamal Abina. Non, pas du tout. D'abord, parce qu'on va comparer avec l'Ukraine, il n'y a aucune comparaison possible. The limit is the sky, c'est une plaisanterie, c'est une imbécilité qu'on entend régulièrement. Mais quand on s'intéresse un peu à la finance de marché, il y a un principe en finance de marché, effectivement, c'est de dire qu'il y a toujours une limite, effectivement, parce que les arbres ne poussent pas éternellement et n'atteignent pas le ciel. Donc ça, cette idée de se dire on va se limiter, qu'il n'y a pas de limite, c'est pas vrai, c'est faux. La question ukrainienne est beaucoup plus tendue dans la mesure où l'Ukraine est surendettée, où l'Ukraine est en guerre contre une puissance majeure, une des plus grandes puissances militaires mondiales, et où l'Ukraine a bradé, même avant la guerre, ses terres, ces fameuses terres noires, les terres à blé, qui étaient les terres les plus riches au monde. Hein. Eh bien, l'Ukraine parce qu'il y a eu des rapaces de l'économie, on peut les appeler comme ça, ce qu'on appelle comment on les appelle, les oligarques, voilà, c'est le terme générique. Hein. Donc des gens qui ont fait main basse sur l'économie ukrainienne, qui ont fait main basse sur les richesses ukrainiennes et qui les bradent à bon compte et qui les bradent d'autant plus qu'ils sont redevables à l'Occident et particulièrement aux États-Unis de Biden pour une guerre inutile qu'ils ont perdue. Il faut bien comprendre que la guerre a perdu. Donc aujourd'hui, les États-Unis font main basse sur l'Ukraine. Si vous vouliez comparer l'Ukraine, moi je compare l'Ukraine à l'Allemagne de la défaite de 14-18, hein, où elle est surendettée, où elle a une dette abyssale à payer à la France et où elle doit pour cela faire appel aux richesses américaines, aux capitaux américains pour pouvoir redresser l'économie. Mais l'Ukraine est dans une situation calamiteuse qui n'a rien à voir avec l'Algérie. L'Algérie est dans une situation de confort économique incomparable, des réserves de change, on les connaît déjà, un excédent commercial considérable, un endettement inexistant. Donc tout ça fait que l'Algérie a quand même une certaine marge de manœuvre. La problématique algérienne, c'est pas de brader, je ne crois pas du tout, c'est de vouloir attirer les capitaux coûte que coûte. Et dans cette course aux capitaux, je pense qu'il faut faire très attention. Donc, c'est un choix politique auquel je n'adhère pas forcément, même moi on s'en fout, je dirais, mais c'est une raison majeure de pousser les investisseurs à venir. Je pense qu'il n'y a pas autre chose dessus. On ne brade pas le pays. L'Ukraine a bradé. C'est-à-dire que ce qui est vendu aux États-Unis appartient à 100% aux États-Unis. Donc, la comparaison n'est pas très sérieuse. Il faut être sur un théâtre un peu plus sérieux. Moi, je comparerais l'Algérie plutôt à la Chine, qui à l'époque avait ouvert de façon considérable effectivement son marché pour obtenir des idées importantes. Très bien, reste avec nous Gamal Abina. Liache Dubaili, bien sûr vous pouvez rebondir par rapport à ce qui a été dit, Liache Dubaili, mais avant de vous donner la parole, on va juste passer cette vidéo, ce qu'a déclaré le ministre donc, de l'énergie, Mohamed Lakab, on l'écoute. وبهذا القرار التاريخي الصائب والشجاع أصبحت هذه المناجم ملكا للدولة وولى معها عهد الاستغلال المجحف حيث سيطرت الدولة الجزائرية سيطرة فعلية على ثرواتها الطبيعية التي ساهمت فيما بعد وبشكل كبير في تحقيق التنمية الوطنية بالجزائر تثمين وتأهيل الموارد البشرية باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بالقطاع المناجم الذي يدخل في صميم توجهات والتزامات الدولة من أجل توسيع الاستثمارات في قطاع حيوي كقطاع المناجم والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للوطن جنبا إلى جنب مع قطاع المحروقات. Voilà, Mohamed Darkab qui dit que le secteur minier est un secteur stratégique. Liache Dubaili. Il y a plusieurs interrogations, si je me permets de me poser cette question. Premièrement, sur le plan financier. L'Algérie a une réserve de 75 milliards de dollars, une réserve de change, et a ce qu'on appelle
elle en appelle, parce que son secteur de recettes, il est alimenté. Est-ce qu'elle a réellement besoin de cet argent à l'instant T où on se parle, oui ou non? Je dis que non. Est-ce qu'elle a besoin de diversifier son économie? Il faut diversifier l'économie, c'est normal. Il ne faut pas qu'elle soit toujours tributaire de cette énergie fossile, l'or noir, qui risque un petit peu de disparaître ou qui risque de diminuer. En tout cas, les recettes, peut-être, ont tendance à s'acheminer vers la baisse. Aussi, on nous parle de la Constitution, l'article 20 de la Constitution, qui dit le secteur stratégique du secteur minier. Ça veut dire que le secteur minier, il revêt un caractère stratégique, c'est-à-dire il concerne directement la souveraineté nationale. Et le peuple a le droit à la main basse sur ses propres ressources. Moi, je ne fais pas le parallèle avec l'Ukraine. Moi, je fais le parallèle avec le RDC, la République démocratique du Congo. C'est un pays en Afrique très riche qui a 50 minerais dans 12 gisements qui sont explorés et qui a fait appel aux Américains. Et d'ailleurs, Trump, ils sont en train de négocier de récupérer pas mal de minerais. Et il y a des étudiants du RDC, des députés, des militants qui ne veulent pas de cette passation de pouvoir, que ces contrats qui sont certes légaux, mais derrière, il y a la main basse américaine sur les ressources du RDC. Donc, pour eux, il faut que ça passe par le Parlement algérien. Nous, si on veut faire le parallèle, que cette loi doit passer par le Parlement. Mais moi, je ne fais pas confiance aux parlementaires algériens. Pour être un parlementaire, il faut connaître c'est quoi être ingénieur en génie civil. Il faut connaître c'est quoi la mécanique des sols. Il faut connaître c'est quoi la mécanique des roches, le comportement des sols, le comportement des mines, comment on extrait l'or, comment on extrait le tantal, comment on extrait le tungstène, comment on extrait l'or, comment on extrait l'uranium. C'est ça la question. Est-ce qu'on a une société comme la société De Beers, qui est une société sud-africaine, qui exploite, c'est une sud-africaine qui exploite son propre diamant et qui peut faire aussi, et qui essaie aussi d'aider le Botswana à côté. Mais ces pays, non, ça, c'est des pays démocratiques. Le Botswana, c'est un pays anglophone, mais très démocratique, c'est-à-dire une transparence totale. Moi, je me pose la question. Moi, je suis pour la diversification de l'économie. On ne doit pas rester rentier d'une seule énergie fossile. Mais il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre la loi 51-49? J'étais le premier à dénoncer cet article parce que ça dissuade des investisseurs à venir chez vous et investir. Les IDE, je ne sais pas, ça ne dépasse pas 1 voire 2 milliards de dollars investissement direct des étrangers. Mais quand vous avez un article dans le projet de loi sur les mines, l'article 102 qui dit que la participation de l'État, elle est baissée à 20%. Ça veut dire que les 80% vous échappent. Ils appartiennent à notre société. Mais nous, on n'est pas encore mature pour s'aventurer dans ce genre d'exercice et qui touche la souveraineté nationale. Comme il l'a dit très justement, c'est des MENED. C'est pas une industrie de transformation. On n'a pas des usines pour transformer. C'est-à-dire, il y a une extraction, on va extraire et on va exporter directement vers l'étranger, brut. C'est ça la question. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va gagner là-dessus? C'est ça le problème. Quand cet acier, ou je ne sais pas, quand il arrive en Europe, décarboné, donc il y a des taxes, il y a des pénalités, je ne sais pas comment ça se passe, mais quelque part, il est ultra pollué. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas, la question? Maintenant, est-ce qu'on a des compétences pour, quand il dit monsieur Akrab, qui est ministre des énergies fossiles, moi je le mets au courant, il est au courant qu'à l'université de Annaba, il y a un département qui s'appelle les départements de métallurgie. Mon oncle qui était ingénieur là-bas, juste pour lui signifier qu'il y a des ingénieurs en masse qui sortent de l'université de Annaba. Mais moi j'ai toujours dit, pour former une classe holistique d'ingénieurs capables, je veux dire, de maîtriser ce qu'on appelle le process d'un projet de A à Z, il faut des grandes écoles. C'est pas des ingénieurs universitaires, des ingénieurs de grandes écoles. Quand il dit qu'on va créer un institut spécialisé pour les minerais, pour les mines, Sonarem, qui a été créé
après la nationalisation en 1966 de toutes les mines en Algérie, il fallait doter toute université algérienne, sauf l'école polytechnique d'Alger qui est dotée, Babzouar, Oran, Constantine, Annaba, Inès de Blida et aussi Inès de Chlef. Il fallait les doter de départements, je veux dire, consistants qui touchent directement la mécanique des sols, c'est-à-dire comment en dessous de l'infrastructure. Nous, ils ont créé ce qu'on appelle des ingénieurs spécialisés en superstructure, ce qu'on appelle en construction civile et industrielle, et tout ce qui est mécanique des sols, c'est-à-dire en dessous de la profondeur du sol, on n'a pas de compétences. D'ailleurs, pour remédier au problème du remblai de la voie ferroviaire entre Gigel et Béjaïa, l'Algérie a fait appel à une éminence qui est centralien, qui s'appelle Jean Biarritz. C'est lui qui a réglé le problème du remblai. Lui, les Italiens, pour régler le problème des ponts en Algérie parce qu'on a des sols, on fait appel à des Italiens pour faire la technique des micropieux. Ça, sur le plan technologique. Sur le plan de l'environnement, NASA, il l'a dit très justement, Sidi Mned, et en plus, il est expert, donc c'est son domaine. Est-ce qu'on a mesuré la pollution aussi? Vous polluez, vous imaginez. Raj Bilet, je vais faire aujourd'hui une intervention avec le professeur Maptoul. La rentabilité, on a fait une étude depuis quasiment 10 jours. Étude, c'est-à-dire chiffré A plus B sur le plan technologique, sur le plan chiffrage. Est-ce que ces projets sont tenables ou leur faisabilité, est-ce qu'elle tient la route ou pas? Pour revenir à la question centrale que vous m'avez posée, ça viole la souveraineté. Ce projet-là de loi, je vous dis honnêtement, à l'instant T où je vous parle, on ne sait pas ce qui va se passer demain, ça viole la souveraineté nationale, car l'article 20, c'est-à-dire, il considère que le secteur minier est un cadre très stratégique. Et en plus, ce qui fait peur, c'est l'article 102 et l'article 63. L'article 63, NASA, c'est l'octroi des licences, je veux dire, au même titre que pour les nationaux et les investisseurs étrangers. Donc, on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Lies Bailey. Juste pour finir. Je vais vous laisser, Lies Bailey. Vous avez soulevé la question du timing. Pourquoi, d'après vous, pourquoi vous avez soulevé cette question? Juste une question. Au fait, ce qui pose, d'ailleurs, il l'a dit très justement aussi, Gamel Abina. Au fait, pour moi, c'est pas le cadre, certes, c'est pas le cadre juridique qui pose problème. C'est les financements publics qui sont alloués, dédiés à ce secteur. Vous pouvez faire votre cadre juridique, vous pouvez pondre des lois. A plus B, B plus C, infini X plus Z. Mais comment, et où sont ces financements publics? Parce qu'il y a un manque d'argent. Mais moi, je le redis, il y a 75 milliards, je veux dire, de réserves de change. Et on a ce qu'on appelle, l'assiette, elle est alimentée par les recettes, donc c'est alimenté en permanence. Je ne vois pas pourquoi maintenant, il faut ouvrir. Pourquoi? Parce que il y a Trump qui est en train de mettre main basse sur les ressources du RDC, sur les terres rares de l'Ukraine, et quelque part parce qu'il va quand même viser certains pays en Afrique ou pas, ça je ne sais pas. Est-ce que suite à l'intervention de M. Bourkadoum qui a dit Sky no limit for you, go in here for investment, ça je ne sais pas. On ne sait pas maintenant et pas avant. C'est pas l'urgence. Moi, c'est pas l'urgence. Il faut diversifier autrement maintenant. Et le secteur, avant de se lancer dans ce secteur ultra sensible, c'est investir sur les ressources humaines, investir sur former les ingénieurs de demain. Les ingénieurs universitaires qui sont des universités algériennes ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sortent des universités, ils sont pas dans des entreprises performantes, ils sont pas sur terrain. Le seul secteur, je dis bien le seul secteur qui est valable, c'est l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, qui a cette culture, qui a cette façon un petit peu de gérer les projets, mais tous les secteurs restent très pauvres et une carence terrible en termes de technologie. Pour finir, vous connaissez le complexe sidérurgique de Al-Hajjara à Annaba. Il y avait un anglo-indien, la Schmittal, qui a investi. Quand on lui a vendu
tout le complexe, y compris le four. Et le trésor public, il a épongé toutes les dettes. Venez, cher monsieur, prenez le complexe, investissez. Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? C'est un Indien, il n'est pas dans l'émotion, il cherche ses intérêts et ceux de sa famille et ceux de son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, merci, je vais investir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu à $1 milliard alors qu'on lui a donné pour $0. Il a gardé le four parce qu'il fallait l'investir, l'amortir, le rentabiliser au maximum. Il est reparti. Où est M. Lakshmi? Il est parti. Où est le complexe Sidi Rigid al-Hajar, sachant Nasa? C'est ça aussi, ça touche le caractère social. Il y avait une réduction drastique de la main-d'œuvre locale. Réduction totale de la main-d'œuvre. Parce que vous savez, quand un investisseur il vient, il vous dit je ne prends pas votre main-d'œuvre locale. Elle n'est pas qualifiée pour gérer un four, pour l'exploration, pour l'extraction, peu importe. Moi, je ramène ma main-d'œuvre. Ce que font les Chinois d'ailleurs. Les Chinois, quand ils viennent en Algérie, ils viennent avec leur main-d'œuvre, ils viennent avec leur production, ils viennent avec leurs ustensiles, ils construisent des bâtiments, ils mettent les ouvriers et la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que le chômage algérien n'a pas été résolu. Très bien, reste avec nous, Elias Djbaili. Vous avez parlé de caractère social, le FFS, dans sa déclaration. Il estime que ce projet remet en cause le caractère social de l'État algérien, un des fondements de la déclaration du 1er novembre 1954. Pour le parti, ce texte compromet la justice sociale, l'indépendance économique et la souveraineté politique du pays. Il critique également l'accélération du processus législatif sans consultation élargie aux experts, aux acteurs du secteur et société civile. Pour le Parti des travailleurs, le parti de Louisa Hennoun, de son côté, dénonce une tentative de dénationalisation du secteur minier. Il rappelle que ce secteur a toujours été au cœur des luttes pour l'indépendance au même titre que les banques et les chemins de fer. On a été rejoint par M. Saïd Zahi, avocat militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Alger. أستاذ سعيد زاهي مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة. مساء الخير كل الموند لكل الضيوف الكرام وكل متتبعي قناة المغاربية أينما وجدوا. مرحبا سي نصر. الله يبارك فيك أستاذنا et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. أستاذ سعيد زاهي يعني هذا المشروع تاع قانون استغلال المناجم يعني الكثير يعني راهو يقول باللي يرهن السياده الجزائريه يعني on a juste donc j'ai parlé de la réaction des deux partis, le FFS et le PT, qui dans leur déclaration déclarent donc une menace, ce projet de loi sur les mines, c'est une menace pour la souveraineté nationale. Donc, d'après le FFS et le PT, mais aussi d'après beaucoup d'experts dans ce domaine, mais aussi des personnalités d'opposition algérienne. واش رايك أستاذ سعيد زاهي؟ كما قلت سي ناصر، هذا اللي يتعلق بالأملاك الوطنية هو ملك عام. الديباجة في الدستور الجزائري تاع 2020 هذا يقول باللي يظل الشعب يعني كامل الشعب يتكلم منشغل بتدهور البيئة وبمآل هذه الأملاك الوطنية. معناه الدستور الجزائري اللي يستمد بين مزدوجتين، استمد الديباجة تاعو من بيان أول نوفمبر اللي يتكلم على، ذكرتها فيما قبل، أنه يتكلم على العدالة الاجتماعية وعلى توجه الدولة خاصة فيما يتعلق بالأملاك الوطنية. في كل الدساتير السابقة ولا الدستور الأخير يمد قيمة كبيرة للأملاك هذه الوطنية اللي عندها علاقة بالبيئة، بالإنسان، بحقوق الأجيال اللي جاية. يعني ما نقدروش نتصرفوا في كل الأملاك حاليا ونخلوا أجيال القادمة في مشاكل هي في غنى عنها. إذن القانون هذا في إطار هذه الأهمية القصوى للأملاك الوطنية وارتباطها بالإنسان الجزائري وبالبيئة الجزائرية اللي لازم نحافظوا عليها في ظل التغيرات المناخية والتغيرات اللي راهي تحدث في العالم. قلت بأن الدستور خصص لها يعني حيز كبير.
أي قانون يجي لازم يكون يطابق أولا للقواعد العامة للدستور. إذا كان هذا التعديل واللي اطلعت عليه فيه مساس بحقوق الأجيال القادمة، فيه مساس بحقوق الملكية الجماعية أو الأملاك العامة، وفيه حقوق لأنه الدستور يتطلب أو يفرض أنه لازم نحافظوا على البيئة وعلى أملاك الأجيال القادمة. إذن في هذا الإطار فأي قانون يكون مخالف لهذه القوانين الدستورية يجب أن يجد أولا طبقة جزائرية، وليست مسؤولية إلا الاختصاصيين أو القانونيين أو السياسيين. المفروض أن جمعيات المجتمع المدني وعامة الشعب يطلع على هذه التغييرات وعلى هذا القانون من أجل مناقشتها والوقوف إذا تطلب الأمر بالوسائل السلمية والقانونية المتاحة لوقف أي تصرف في الأملاك الوطنية دون العودة إلى الشعب. هذا من جانب. من جانب ثاني كي نقولوا باللي حرية التعبير ودولة القانون وأن هناك مؤسسات منتخبة من طرف الشعب، لا أتكلم عن البرلمان ومجلس الأمة، لازم تكون فيها على الأقل تمثيل حقيقي للأغلبية الشعبية، وأيضا يجب أن تكون هناك معارضة حقيقية. لماذا؟ لمناقشة القوانين مناقشة جدية بدراسة معمقة، لازم نفتح حوار لمدة طويلة حتى هذا القانون هذا يكون عنده أثر ولا ينفع المجموعة الوطنية. ما يحدث حاليا أنا شفنا في قانون، أنا كنت تكلمت على قانون كود بروسيدير بينال، قانون الإجراءات الجزائرية، لأنه هو اللي يحدد مستقبل القوانين هذه الجاية. كان من المفروض القانون مر، لكن احنا كدفاع ومحامين ما زلنا متمسكين بأنه يمس بالحريات العامة، الحريات الفردية والجماعية. إذن هذا القانون قلت لازم أن هناك كل أطياف المجتمع أنها تنخرط في دراسة هذا المشروع وتبيان الخطورة اللي رايحة تجي وراء هذا القانون. هذا المشروع الحكومة لا يجب أو لا يمكن لهذا القانون أن يكون مخالف للدستور. السلطة الحالية تبحث عن ربح سريع، عن مخارج سريعة لمشكلتها الاقتصادية، ليس بالقانون بالتنازل عن الأملاك الوطنية بهذه الطريقة. النقطة الثالثة اللي نقولها، إذا كانت الدولة أو السلطة بعد التجربة هذه ونعشناها في وقت بوتفليقة، كيف جابوا شركات صينية أو شركات لبنانية إيطالية، وشفنا كيفاش المال العام أهدر بدون أي مساءلة ومحاسبة. بعد عشريتين بدينا نعرفوا الكوارث اللي صارت. إذا كان الآن الحمد لله عندنا في الخارج إطارات جزائرية كفء في كل مجالات مختصين، لماذا لا تستفيد هذه السلطة وهذه المنظومة من هذه الكفاءات، خاصة فيما يتعلق بأملاك قلت عندها حساسية كبيرة، خاصة في ظل الصراع الدولي اللي كاين الآن، والناس الدول القوة القوية تحوس على خاصة المعادن وهذه لي برودوي هذو اللي مهمين جدا. اكزاكتومون، حوس تتنازل عليهم بهذه الطريقة فيه خطورة كبيرة، ويجب أن يكون هناك المجتمع. يعني صراحة أنني خايف من هذه الاستقالة الجماعية، لأنه الكل منخرط في البحث عن يأكل الخبز. مي غدوة كل واحد يدبر الخبزة تاعو ويدير. مي وين راح تعيش في بلاد كي تكون البيئة تاعو ملوثة، كي تكون الأملاك تبعت الناس أجانب وين رايحين نعيشوا. سي بور سا يعني نهضر لازم أنه كل فئات المجتمع تهتم بهذا الموضوع، خاصة في التصرف في الأملاك الوطنية، وتدرس القانون جيدا ويكون عندها موقف وتسمع الخبراء. الحمد لله. وهذا الشيء شفناه أستاذ سعيد زاهي، الشيء هذا شفناه في 2015 مثلا، عندما تعلق الأمر ب يعني الغاز الصخري.
نعم، نفس الطريقة. السلطة قلت بأنه مغيبة الشعب، رغم أنه موضوع المناجم ولا الغاز الصخري ولا هذا لي برودوي هادو هما ملك للشعب وملك للأجيال، لا يمكن التصرف فيهم بطريقة هكذا قانون تجيبوه بطريقة سريعة تفوتوا البرلمان لأنك عندك أجندة قصيرة. هذه الأشياء قلت بأن التفكير فيها لعشرات السنين، 50 سنة 100 سنة. لازم محتم عليك تسمع للخبراء أولا، محتم عليك دير نقاش مفتوح للمجتمع أفقيا لكل الناس. هذا ديباج الدستور. إذا نهضروا بالدستور يظل الشعب منشغلا بما يحدث في البيئة وبالتصرف في الأملاك الوطنية. هذه الدستور اللي يقولها. لا يمكن تمرير القوانين هكذا. قلت برك أنه أنا الشيء اللي خلعني أنه هذه الاستقالة تاع المواطن أو كل الفئات من البحث في هذه المسائل وإبداء رأيها واتخاذ موقف، مش غير إبداء رأيها. إذا كان، والأكيد الخبراء راهم هنا وأكدوا بأنه فيه تأثير كبير لهذا القانون على البيئة، في تأثير كبير على أملاك الأجيال القادمة، يجب أن يكون الكلمة مسموعة وتكون عالية لوقف مثل هذه القوانين غير المدروسة. والغريب في الأمر قلت لك عندنا نماذج من في 2002 في 2005 في 2010 في 2015 إلى يومنا هذا نكرر نفس الأخطاء، ونجو بعد 10 سنين ولا 20 سنة قال باللي السلطة لازم أن الناس تقف على أملاكها لأنه هذه أملاك كل الناس. طيب ابقى معنا الأستاذ سعيد زاهي. يعني واش قلتوا مهم جدا. Bien sûr, ce manque de débat concernant donc ce projet de loi sur les mines. Beaucoup d'observateurs parlent que ce projet donc se fait en catimini. Mais bien sûr, on va regarder ce reportage fait par la télévision, la chaîne Al Hayat, qui a demandé aux élus qu'est-ce qu'ils pensent donc de ce projet de loi sur les mines. من أجل بعث الاستثمار في النشاط المنجمي في الجزائر وجعله محركا هاما في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمة أكبر في النمو الاقتصادي، جاء مشروع القانون المنظم لنشاطات المنجمية في شكله الجديد حاملا تدابير جديدة في إطار بيئة استثمارية جذابة. يميز بالمرونة والتسهيلات والتحفيزات، وسيعطي بيئة منجمية أو بيئة استثمار منجمي جاذبة على غرار قانون الاستثمار، فهو يتكامل مع قانون الاستثمار. التمويل اللي كان قبل في القوانين الكبيرة عاودوا الغاوة، وهذه المرة بإذن الله إن شاء الله رجعوا التمويل في هذا القانون الجديد، ولذا هذه حاجة مليحة. إلا أن هذا المشروع أثار مخاوف البرلمانيين، خاصة فيما تعلق بالاستراتيجية الممنهجة للاستغلال المنجمي ومدى توفر الضمانات للمستثمر الأجنبي من يد عاملة أو رأس مال جزائري بنسبة تصل 20%. وهذه هي خطورة. لماذا؟ لأن عندما تحذف يعني ذات الطابع الاستراتيجي يعني يصبح في يعني يصبح مطمعا للشركات الأجنبية، وما نضمنش يعني المسارات الاستغلال والانتفاع تاع الشركات الأجنبية. فيما يخص ضبط القطاع وتسييره، وكذلك كيفية يعني إعداد دفاتر شروط لمنح العقود للشركات الأجنبية. هذا المشروع جاء مواكبة مع ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحولات، حيث تعمل الجزائر على جعل صناعة التعدين والاستغلال المنجمي واحدة من أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن. دكتور سيد أحمد سيدي مناد، يعني Saïd Zahi, le maître Saïd Zahi a soulevé des points très importants. C'est que ce manque de transparence par rapport donc à ce projet de loi, un manque de débat, mais aussi la conscience du peuple algérien
sur les conséquences donc, de ce projet de loi sur les générations à venir. Votre réaction par rapport à ça, Dr Sid Ahmed Sidi Mnad? Oui, tout d'abord, bienvenue à Maître Saïd Zahi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques jours et que je respecte beaucoup et dont je respecte beaucoup les points de vue sur tous les aspects législatifs et juridiques. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris de lui. أنا والله غير تمنيت سي ناصر لو كان هذا النقاش هذا le débat on le faisait au niveau de l'Assemblée populaire nationale en face de tous ces députés y compris avec M. Gamal Abina qui a montré de la sagesse dans ses propos et je le salue pour ça. Mais je vais réagir aussi à ce qu'il a dit. Mais avant ça, j'aurais aimé que ce ministre, M. Arkab, qui déclare sur le perchoir de la PN que les biens de la nation, ou renforcer la souveraineté nationale. Le projet de loi, il n'y a pas du tout cette histoire de biens de la nation. Au contraire, on l'abandonne et on abandonne la souveraineté nationale, puisque les articles de loi le contredisent. Et il aurait été simple de lui opposer ça dans un débat à la peine et aussi montrer à tous ces députés qui, j'imagine, sont aussi des patriotes qui aiment leur pays et qu'on puisse leur expliquer que quelque part, il y a mal donne au niveau de ce projet. Mais j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'a dit M. Al-Abida. C'est que, premièrement, se placer exclusivement sur le côté investissement, économie, diversification, moi je veux bien. Mais d'abord diversification dans la rente, parce qu'il faut s'entendre. C'est ce qui transparaît dans ce projet de loi. Est-ce qu'on va encore étendre la rente à toutes les richesses de ce pays? Soyons un peu sages, soyons un peu, comment dirais-je, conscients de ce qu'on va faire au niveau des générations futures. Nous n'avons pas le droit d'exploiter comme ça pour le simple souci de la rente. Parce que, vous savez, il y a un proverbe indien très sage qui dit nous n'héritons pas des richesses de nos grands-parents, mais nous l'empruntons à nos générations futures. C'est exactement cet état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, je veux bien qu'on puisse diversifier, que l'on puisse attirer les investisseurs. Mais les attirer comment? À tout prix? C'est-à-dire, venez, n'ayez crainte. Toutes les barrières qu'il y avait, nous les avons fait sauter. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on dit. Docteur Sidi Mnad? Je pense qu'on a perdu Docteur Sid Ahmed Sidi Mnad. Lias Jubaili, je reviens à vous, Lias Jubaili. On a perdu Docteur Sidi Mnad. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Lias Jubaili? D'abord, ce manque de débat par rapport donc à ce projet de loi des mines, mais aussi on veut faire passer ce projet de loi en catimini, entre guillemets bien sûr, mais aussi le peuple n'est pas conscient des dangers. Si on fait passer ce projet de loi, à rappeler Maître Saïd Zahi. Votre réaction, Lias Jubaili? أنا متفق مع سعيد زاهي أستاذ سعيد زاهي وجو لو سالو لأنه تسمى toujours il est militant à l'avant-garde de tous les problèmes en Algérie. أولا الاقتصاد الربيع بدون إصلاحات كما يقول لك بدون إصلاحات هيكلية حقيقية يعزز الاقتصاد مع الخارج. هذا كل عام بالنا به. ما عندكش ما درتش هنا إصلاحات هيكلية حقيقية في البلاد. كيفاش تحب تعزز الاقتصاد نتاعك؟ وعندك مسألة البيئة وعندك مسألة الأخرى. عندك plusieurs points négatifs quand on engage pour faire un projet. Il faut étudier sa faisabilité, sa temporalité, son exécution.
Mais on s'engage à s'engager dans un projet qui revêt d'un caractère stratégique très important, parce que le secteur minier, c'est la clé de la souveraineté, c'est la clé de l'avenir. Mais comment on n'a pas fait de réforme structurelle? Pas du tout. De 51 à 49, on descend à 20. Vous vous rendez compte? L'article 51-49, qui est un article dissuasif sur le plan investissement économique, on est descendu à 20. Ça veut dire que une société, quand elle arrive, elle investit. Il y a des contrats qui sont signés. On ne peut plus revenir. On ne peut plus revenir. Et ça engage aussi la richesse du peuple, les générations futures. Comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'ouvrir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'ouvrir au marché. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, il faut diversifier. Mais quand on veut diversifier, il faut avoir les reins solides, il faut avoir les moyens, les moyens, les moyens nécessaires pour faire ce genre de truc. En RDC, la République démocratique du Congo, ils ont des problèmes immenses, ce pays. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'ouvrir quasiment de se vendre aux Américains. Et malgré cela, ils ont des problèmes avec le Rwanda, ils ont des problèmes internes, ils ont des problèmes tribaux. Mais malgré cela, donc ce qu'on appelle une veille, c'est-à-dire une conscience que, attention, on ne peut pas brader des ressources comme ça. Et sur cet élan, Lies Djubaili, je vais vous lire un passage, je vais vous lire un passage d'un post qu'a fait Karim Tabou sur Facebook concernant donc cette affaire. Et là, il parle bien sûr des injonctions extérieures, s'ajoutent les faiblesses internes, illégitimité politique et faiblesse institutionnelle de pouvoir en place compliquent davantage la situation de ces pays. Ces vulnérabilités deviennent à terme des portes d'entrée pour l'ingérence étrangère. Le défaut de légitimité démocratique prive le pouvoir d'une véritable assise interne tout en l'exposant aux pressions extérieures. Lies Djubaili. Oui, mais absolument. Vous savez, au fait, notre pays traverse une grosse turbulence, des crises multidimensionnelles, principales politiques. problème عندنا oui أزمة حقيقية الأزمة سياسية اقتصادية اجتماعية on a des problèmes multidimensionnels. Je veux dire que nos institutions ont été affaiblies, les institutions ont été affaiblies par le pouvoir, il faut dire les choses. Et c'est la raison pour laquelle donc on doit en principe le pouvoir doit pas naviguer comme ça à l'aveugle, doit c'est-à-dire prendre la manœuvre, c'est-à-dire du bateau doucement, parce qu'on est dans une reconfiguration géopolitique, géostratégique. On a des problèmes. Je sais, peut-être, est-ce que le pays a besoin vraiment de capitaux à l'instant T? Il faut serrer la ceinture. Je ne vais pas appeler les autorités algériennes à passer par une période d'austérité. Non, loin de là. Mais il faut faire très attention. Très, très attention, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, quels sont les 3 axes principaux stratégiques? 1, c'est le secteur minier. 2, ce sont les banques. Et 3, ce sont ce qu'on appelle le transfert ferroviaire, le fret ferroviaire. Il est considéré comme la clé de votre indépendance. C'est la raison pour laquelle que Raj Bilet, on l'a dit, attention, si vous faites de l'extractivisme à outrance, mais comment cet acier, quand il est extrait les minerais, comment il sera acheminé vers les ports, vers le port d'Oran, vers d'autres ports. Donc il va traverser plus de 1000 kilomètres, je ne sais pas quoi, avec toute la pollution, il va bousiller, c'est-à-dire le secteur agricole, sachant que notre secteur agricole, il bat de l'aile, il souffre en Algérie, on a le stress hydrique, on a un problème environnemental, on n'a pas encore accédé à la transition, je veux dire énergétique, ou à toute forme de transition, c'est-à-dire on est dans une crise multidimensionnelle et là c'est pas le moment. Moi chez le waqt.
Je suis pour la diversification de l'économie. Je suis pour. Il faut s'ouvrir au monde, c'est normal, parce que l'économie du marché, il faut y aller, il faut aller le chercher. Je suis contre une économie dirigiste. Je suis contre une économie planifiée. Il faut s'ouvrir, mais à petite dose. C'est pas le moment. En principe, il doit y avoir des consultations, il doit y avoir des débats, il faut faire appel à des universitaires, à des PDG de grandes sociétés. Où sont ces PDG des grandes sociétés algériennes? Le PDG de Sonalgaz, dans le temps, c'était des grands-mères qui géraient la Sonalgaz. Et je rends hommage sur le Maghrébia à M. Bizaïm, qui était un grand PDG et qui n'a jamais, malgré l'austérité, il n'a jamais voulu brader cette société. Où est la société SNLB, Société Nationale du Liège et du Bois, la Sonarem, des sociétés comme ça qui étaient en faillite, qui étaient déficitaires. Il fallait que le secteur, il fallait que le trésor public alimente en même temps. Ça, c'est pas la faute du peuple. Ça, c'est pas la faute des universitaires. Ça, c'est pas la faute de la jeunesse. Ça, c'est la faute c'est la faute d'une vision qui planifie d'en haut. C'est une vision verticale qui est imposée à prendre ou à laisser. Très bien, restez avec nous. Lias Djbaili, bien sûr, Dr Sidi Mnadi est de retour, très content de l'avoir, mais je vais donner la parole à Gamal Abina. Gamal Abina, si vous voulez réagir, j'aimerais juste vous lire le post qu'a fait Karim Tabou sur Facebook, réagissant donc à ce projet de loi. Et là, je le cite, en l'absence d'un débat démocratique qui permette une large concertation avec les acteurs sociaux, les associations, les experts, les spécialistes du droit, les compétences techniques et les responsables politiques, une telle loi qui engage l'avenir de notre pays doit être retirée. Dans les conditions actuelles, le retrait pur et simple de ce projet de loi serait le seul acte salutaire qui évitera ce bradage de richesses qui sont la propriété exclusive des générations montantes. Il est grand temps que les citoyens prennent conscience de ces enjeux majeurs. Ils devront se soustraire au piège de ces faux débats stériles, insensés et des manipulations du pouvoir. Gamal Abina. Il y a plusieurs éléments. D'abord, un élément important, c'est la diversification économique, j'en ai parlé. Ce qui se passe actuellement par rapport à l'extraction du fer, c'est que ce n'est pas une extraction, une vente directe de matières premières. Il y a une transformation, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation. Extraction, valorisation, exportation. Ça, c'est un schéma de pensée économique qui est très intéressant parce qu'on garantit effectivement de l'extraction à la transformation et donc à la valeur ajoutée qui va y être additionnée, un intérêt non seulement pour le pays en termes d'exportation, c'est pas une exportation brute, pour les besoins nationaux, pas le perdre de vue, mais surtout pour les travailleurs. Parce que quand vous exploitez une mine, bon, ça embauche quelques travailleurs. Mais quand vous faites une usine, par exemple, de transformation du minerai de fer en fer transformé, donc en ce qu'on appelle en tôle et autres plaques de fer, là, ça devient intéressant et ça permet effectivement d'espérer, par exemple, alimenter le secteur industriel automobile qui est naissant. Donc, il y a une logique qui participe à ça. Maintenant, je pense que c'est un projet de loi. J'espère évidemment que ce ne sera pas adopté parce que je ne suis pas tellement partisan de ce genre d'ouverture tous azimuts. Mais il y a une nécessité, c'est un signal qui est envoyé, à savoir il faut des investisseurs sérieux qui viennent sur le terrain algérien pour pouvoir travailler et pour faire en sorte de valoriser les richesses du pays. Il ne faut jamais perdre de vue une chose essentielle, à mon sens, c'est que tout ce qui est de la terre algérienne est un bien pour le peuple. Et on ne tombe pas dans la monoculture ou dans l'idée de se dire qu'on est dans l'économie rentière, puisque l'intérêt d'extraire du phosphate ou du fer, par exemple, c'est de la transformation. Le phosphate est transformé dans les usines algériennes. Donc c'est important de le rappeler. On n'est pas dans le syndrome de la RDC où il y a des extractions brutes qui sont immédiatement envoyées à l'étranger, valorisées, puis évidemment revendues en produits manufacturés à la RDC, par exemple. Ça, c'est une des pires des choses qu'on puisse observer parce qu'on appelle ça une dégradation des termes de l'échange. Vous vendez des matières premières pas chères et vous rachetez des produits transformés en haute technologie très chers, alors que le coût de fabrication à l'origine était très bas. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Je pense que s'il y a une logique qui participe à ça, à savoir extraction, transformation et exportation, ça devient intéressant. Ça crée l'emploi massif, ça crée une certaine souveraineté pour le coup sur la transformation de ces produits, et surtout ça permet à l'Algérie d'émerger en tant que puissance émergente, à la fois d'exploitation minière, pétrolière et gazière, mais surtout de transformer tout cela. On prend l'exemple, par exemple, de la transition énergétique. Les énergies vertes, les énergies éoliennes, les énergies évidemment solaires vont être valorisées
Et l'objectif, c'est effectivement de ne surtout pas donner ce pouvoir à l'étranger. La question, par exemple, qui avait été posée sur l'histoire de Desertec, c'est que les Européens voulaient garder la grosse part du lion. Ils l'ont fait, par exemple, au Maroc, et il se trouve que la centrale Nour 1 et 2 appartiennent pour 85% aux Européens. Donc ce schéma-là n'est pas non plus bon. Il faut faire en sorte d'avoir un équilibre. Alors évidemment, l'Algérie n'était pas forcément une destination très attractive en matière d'IDE, et le fait de forcer un peu le destin, ça me paraît un peu précipité. C'est vrai qu'il y a des réserves de change importantes, mais il y a une nécessité de transformation économique essentielle pour le pays, pour créer non seulement de la richesse, mais créer de l'emploi. On doit fixer les populations, on doit faire en sorte de valoriser le pays, et tous les éléments qui participent à cela me paraissent importants. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la précipitation, Gamal Abina, concernant donc ce projet de loi? Alors moi, je pense qu'il y avait déjà GBL qui était bien géré, hein. C'était quand même des Algériens qui sont majoritaires. Je pense que c'était ce format-là qu'il faut conserver. Et je ne vois pas l'intérêt de se précipiter à vouloir avoir plus d'exploitation en donnant une majorité à l'étranger. Ça me paraît un peu maladroit, voire extrêmement dangereux, parce que c'est comme si on vendait, il y a certains pays qui l'ont fait, hein, qu'on vendait nos capacités de production. Je prends l'exemple du Niger, par exemple, qui est le plus caricatural. L'exploitation au Niger de l'uranium était faite par la France, uniquement par la France, et le Niger ne bénéficiait de rien, même pas d'énergie électrique, rien, quoi. Donc là, c'est vraiment une main basse de l'étranger. Il ne faut surtout pas que l'Algérie glisse dans cette direction, parce que d'abord, il y a une souveraineté nationale qui est essentielle, et puis surtout parce que la terre, ça appartient, je le répète à nouveau, au peuple algérien. C'est-à-dire les richesses de la terre, c'est le peuple algérien. J'ai entendu tout à l'heure, par exemple, que l'agriculture se portait mal, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. L'agriculture fait des records actuellement de production. On est très loin d'un système qui ne fonctionne pas. Il y a des investissements très importants qui ont été faits depuis 15 ans et on commence à en récolter les fruits. Donc l'agriculture, la réforme a été faite dans la bonne direction. Je pense que tous les secteurs stratégiques doivent être aussi gérés de cette façon, de telle sorte que le pays sort de l'ornière. Ce qui est important pour un pays souverain, c'est que ses richesses soient exploitées par lui-même, ça c'est important, et surtout que le fruit de ces richesses profite d'abord au peuple et ensuite à l'exportation. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Je vais revenir rapidement, Dr Sid Ahmed Sidi Mned, qui est de retour. Dr Sid Ahmed Sidi Mned, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et je suis désolé pour la coupure. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse finir. Je ne suis pas sportif. Non, mais je voulais continuer sur ma lancée, c'est-à-dire que à m'imaginer, à rêver que le débat soit en pleine Assemblée nationale, tout ce quator, je dirais, de gens sages et qui savent construire une pensée concernant ce projet de loi et expliquer justement à tous nos députés de quoi il en retourne. Parce que, en fait, effectivement, je reviens à cette histoire les biens de la nation, renforcer la souveraineté nationale. C'est tout ce que ne dit pas ce projet de loi. C'est le contraire de ce que ce projet de loi est en train de dire. Ça, c'est écrit. Ce sont des articles qui sont écrits. On ne peut pas comment dirais-je, les contourner. Ils sont incontournables. Et deuxièmement, pourquoi je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Gamal Abina, c'est que, encore une fois, l'impact économique peut nous paraître miraculeux, quelque chose qui va nous sortir de la dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de minéraux qui sont essentiels à notre industrie. Mais elle est où cette industrie, M. Gamal Abina? Elle n'existe pas. Lorsque vous parlez de Garage Billet, je suis désolé, le fameux projet de sidérurgie à Béchar n'est pour le moment qu'illusion. Il n'y a même pas comment dirais-je, de fondations qui ont été élevées de terre. Ça n'existe pas. Le complexe engrais phosphaté intégré de TBSA. J'aimerais vous dire que j'ai été celui qui avait conduit l'étude d'impact sur ce complexe engrais phosphaté dans les années 80 et où nous avions démontré au niveau de cette étude d'impact qui comportait, je crois, 3 fascicules pour dire qu'une étude d'impact, c'est quelque chose de très sérieux. Et sur tous les aspects écologiques, sociologiques, économiques, etc., qu'il valait mieux comment dirais-je, valoriser les engrais phosphatés et azotés qu'on peut importer que de produire
ces phosphates parce que dans la conjoncture, en tout cas de l'époque, et c'est valable encore aujourd'hui, j'ai vérifié, nous ne sommes pas dans cette optique de construire un véritable complexe intégré. Tout le problème est là, c'est qu'on nous vend à chaque fois des illusions en matière d'industrie, des industries de toutes sortes, y compris des infrastructures comme le métro aérien d'Alger, comme... Monsieur Gamal Abina, s'il vous plaît, regardez très bien toutes ces vidéos que vous voyez certainement vous-même et qui montrent qu'on est dans l'illusion, qu'on est dans le bluff, tout simplement. Je n'ai pas peur de dire ces mots. Mais en même temps, vous le dites vous-même, oui, l'environnement va être pollué, on n'y peut rien. Je suis désolé, les technologies d'aujourd'hui permettent une utilisation rationnelle, une exploitation rationnelle de ces mines, éviter des catastrophes écologiques. Il y a de grandes mines en Australie, par exemple, et j'espère qu'un jour ces députés de la peine pourront aller visiter eux-mêmes ces mines et comment elles sont gérées, comment elles sont contrôlées, comment on les oblige à reboiser, comment on les oblige à éviter le ruissellement. Il y a énormément comment dirais-je, de solutions pour éviter justement ces catastrophes écologiques. Les catastrophes écologiques ne sont pas inéluctables parce que c'est en fait c'est l'hypothèque de nos ressources naturelles dans l'avenir. Pourquoi voulez-vous hypothéquer ces ressources pour le simple fait économique? Je suis désolé, nous n'avons pas le droit en tant que citoyens d'accepter ça. Nous devons faire en sorte, nous devons exiger que l'environnement soit la partie la plus importante que l'économie dans cette exploitation-là. Il faut que nous nous réveillons. Nous sommes au 21e siècle. Si à l'époque on parlait d'environnement, on parlait d'un équilibre environnement-industrie, la nécessité de produire contre l'exigence environnementale, ça c'était les années 80. Et puis le concept a évolué, c'est devenu le développement durable. C'est-à-dire qu'on essaie de développer, mais en faisant en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous ne sommes plus même au niveau du développement durable. Aujourd'hui, nous sommes au cœur même de l'environnement parce que c'est l'avenir des ressources naturelles du pays. Donc, ce sont ces éléments, c'est cette réflexion que j'aimerais partager, que vous, moi, Maître Saïd Zahim, Lias Jbeili, partageons avec ces députés. Et vous verrez que certainement, ça devrait apporter un meilleur éclairage de ce qui est, comment dirais-je, sous-tendu. Je dis bien sous-tendu par ce projet de loi. Donc, de grâce, soyons vigilants. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, effectivement, d'aller contrôler, d'aller faire en sorte que ces investisseurs puissent faire les choses dans les règles de l'art. Nous n'avons pas cette capacité. Eh bien, alors pourquoi se précipiter, comme le dit très bien Lies? Est-ce que nous avons cette nécessité de foncer vers cet abandon, je dis bien cet abandon des ressources du sous-sol pour quelques pièces qu'on va récolter dans 5-10 ans? Docteur. Je voudrais quand même ajouter un élément qui est pour moi très important. Vous savez, le projet de Taleh Hamza à Béjaïa, au niveau de la Soumam. Vous savez, c'est un investissement de 400 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est 400 millions de dollars pour l'Algérie? C'est 3 fois rien. Des capitaux qui seront ramenés par un groupe austro-chinois, on ne sait pas trop d'ailleurs, pour un rendement de 800 millions. C'est-à-dire que ces gens-là vont mettre 400 millions, ils vont récolter 800 millions, et puis bye bye. C'est-à-dire qu'ils vont dévaster la vallée de la Soumam parce que l'étude d'impact n'existe pas. En tout cas, il y a une notice d'étude d'impact d'une page. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Donc l'économie, je veux bien, mais c'est pas une économie aux dépens de nos générations. Et le dernier point, lorsque le ministre parle des investisseurs qui vont payer les redevances et les taxes, etc., je l'espère bien. C'est la moindre des choses. Vous voulez pas qu'ils viennent ici et ne rien payer?
C'est quand même ridicule de penser que ah oui, mais attendez, le Trésor algérien va s'enrichir des redevances et taxes de ces investisseurs. Ah, soyons sérieux, c'est-à-dire que à part ça, qu'est-ce qu'on gagne? La valeur ajoutée n'y est pas. Je vous le dis, n'y est pas. Nous sommes en train de nous gargariser avec des industries structurantes qui vont utiliser le zinc, le cobalt, le plomb, l'uranium, les terres rares, le lithium, et j'en passe. Et soyons quand même, ce sont ces choses-là qui doivent nous faire réfléchir à nous tous en tant que patriotes et citoyens de ce pays. Merci. Restez avec nous, docteur Sidi Mennad. الأستاذ سعيد زاهي يعني je pense que vous êtes avec nous. الأستاذ سعيد زاهي يعني تكميلا اللي قالوا الدكتور سيد أحمد سيدي مناد يعني وهنا ممكن نجيب الكلام اللي كتبوا ولا المنشور اللي داروا الأخ كريم طابو المعارض السياسي. اكتب في هذا المجال يعني إن غياب الشرعية، هذا كلامه، غياب الشرعية الديمقراطية يحرم السلطة من قاعدة داخلية حقيقية ويجعلها عرضة للضغوط الخارجية. بعض الأنظمة من أجل كسب اعتراف خارجي تقع في فخ التفريط الاقتصادي. ففي عام 2022 صنف مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International الجزائر في المرتبة 116 من بين 180 دولة، مما يدل على مناخ ملائم لمثل هذه التنازلات الغامضة. والمعادلة الخطيرة هنا هي التنازل عن الملكية الوطنية مقابل نوع من الاعتراف الدبلوماسي الشكلي حسب كلام كريم طابو. أستاذ سعيد زاهي، ما رأيك؟ سي ناصر، بون سي كريم، انا جي بارطاجي الاخر المنشور تاعو واش قال صحيح فيه، ولكن اتفق مع سيدي احمد مناد ونمد امثله واقعيه على الكلام اللي قالوه باه الجزائري ولا المواطن اللي يسمع فينا يفهم. قانون المناجم هذا مرتبط ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي والتمثيل الشعبي. واش معناه؟ شوف، في سنة بداية الألفينات، في نهاية 1990 بداية الألفينات، كانوا مؤسسات وطنية. أنا كنت إطار بإحدى المؤسسات اللي ريال سيتيف، كانت سوسيتي بورسيال دير بينيفيس في العام 250 مليار بينيفيس نت en 1999-2000. ومن بعد جاء قرار سياسي بخصوصة هذه المؤسسات، وهذه المؤسسة عندها علاقة بالسميد، الخبز تاع لي زالجيريان ولا فارين اللي ياكلوه فيه الخبز السميد هذا اللي عايشين به الجزائريين. كيفاش خصصوا هذه المؤسسات؟ هذا أنا كنت شاهد وكنت ضد هذاك السياسات الوقت هذاك، عندها 25 سنة. واش داروا لا سوسيتي؟ بدراهم لا سوسيتي يجيبوا تجار ما عندهم حتى علاقه بالاستثمار، يجيبوهم يبيعوا لهم دي فونتاتير بالكريدي تاع دراهم الشركه. هذوك التجار يروحوا يديروا مؤسسات خاصه تنافس المؤسسه العموميه، ويزيدوا يدوا لي كليون تاع المؤسسه العموميه يدوهم لهم. كسرنا المؤسسه العموميه وخلقنا تجار ما هم تجار، ما عندهم ما يخلصوا لي زامبو، ما عندهم نظره استراتيجيه. قال الحقنا بعد 20 سنه المشكله المضاربه والسميد وجاع الشعب الجزائري، وشفتوا كاع كجزائريين المشكل اللي وقع. معناه واش حبيت نقول؟ إلا كون المشرع او السلطه انذاك يعني كان عندها رؤيه استراتيجيه على 20 سنه على 30 سنه، ما كناش نوقعوا بعد 20 سنه بعد ما كسرنا المؤسسات العمومية. الآن حاليا نحاولوا نرجعوا 2000 ولا 2001. نفس النظرة لهذا القانون هذا. وش زرب وش يخلي السرعة هذه في إنتاج القانون هذا كما قال سي مناد؟ علاه رانا الإنسان السلطة الحقيقية اللي تخمم في مستقبل شعب، لأنه هذا القانون مرتبط ارتباط وثيق بأجيال قادمة وبالبيئة، يعني بحياة الناس، الأكسجين، الماء، الطبيعة. هذه كاع عوامل ركيزة للبلاد.
علاه راك مزروب؟ خليه يفتح ديبا للناس وناقش القانون بعقلك. من هذا القانون هذا راح تستفاد شحال دراهم؟ 400 مليون دولار، 1 مليار، 2 مليار. مي وشنو الامباكت على البيئه تاعك، على لي جينيراسيون اللي جايين؟ علاه ما نخممش باه ما نوقعش في نفس الاخطاء وندير رؤيه استراتيجيه ونديروا قانون نفتحوا ديبا عندنا الله يبارك الخبراء. وعلاه نمد انايا نمد لا ماتيير بروميير هكذاك نمدها دي سوسيتي ميم با دراسه على هاد لي سوسيتي واش ليكسبيريونس نتاعهم واش ليستوريك نتاعهم ونتصرفوا هكذا. عندنا راك تقول دركا سياسه الدوله هذه خاصة في قانون المناجم مرتبطة باستقرار سياسي، بمصالح عليا تاع البلاد، بأملاك وطنية دستورية ما يجوز واحد يتصرف فيها. مادام هكذا أرواح نخمو في طريقة واحدة أخرى. أنا نطرح فكرة هضرتها مع سي مناد، أرواح شوف عندنا كفاءات في الخارج اللي في المجال هذا واختصاصيين وخليهم سهل لهم يشكلوا مؤسسات مصغرة ويجوا هما لانه انت خاصه في واش راه يصرى في العالم درك تنحي السياده تاعك وتمدها الاجانب. ما عندك اطارات بكري كان ما عندناش، درك الحمد لله من لا تكنولوجيا راهم معانا ناس مختصين. كونوا خليهم يديروا مؤسسات مصغره ويجوا البلاد وخليهم اللي يستثمروا وراهم مؤسسات وخلي لابار الكبيره للدوله، لانه مازال ماناش عارفين حتى استراتيجيا في ظل هذه التحولات انت تجيب قانون بالسرعه هذه وتجيب ناس ما تعرفهمش ومن بعد كل مره نغلطوا ونعاودوا نندموا ونزيدوا. لازم قانون باه نديروه على الاقل نقيموا المراحل اللي كانوا. بكذا ما عندناش منظومه اقتصاديه. سي مناد عنده الحق، ما عندناش. حاربنا الكابا 30 سنه والان هاو يسمحوا باه يديروا اقتصاد الكاب. أنا 30 سنة احنا نحاربوا فيه، في بين عشية وضحاها قرروا أنه نروح نديروا اقتصاد الكابا ونسويوه له. نفس الشيء. وخاصة هذا أنا بالنسبة لي قانون الإجراءات الجزائية اللي دار وصادقوا عليه بالطريقة هذه ويمس الحريات، لأنه الحرية عندها علاقة بقانون هذا المناجم. أنا الآن كجمعية ولا كمواطن الدستور خولني هاي الديباجة تقول كل شيء يظل الشعب منشغلا. قال لك كل واحد مواطن جزائري منشغل بهذه الاملاك الوطنيه عنده الحق يحتج. كيفاش نديروا؟ الا نروح ندير شكوى انا درك ضد هذا الاستغلال ولا هذا القانون، لو بروكيرور عطيته صلاحيات اللي يمثل السلطه التنفيذيه ما يخلينيش نمارس حقي الدستوري. واش نديروا؟ نقعدوا كاع نتفرجوا هكذا في البلاد؟ يا سيدي احنا طلبنا وقت، على الاقل اسحب القانون هذا وافتح نقاش. خلي النقاش عام عامين على الاقل، دير تصور او تبني مشروع يدوم على الاقل 20 سنه 30 سنه. كل 10 سنين يجينا واحد يدير واش ينفع في راسه. وهذا سمح لي يعني مع لي ديبيتي اللي شفت نقولوا مثل بالجزائريه الواد مدي فيه وهو يقول يا محلاها من تحميمه. لانهم احنا عندنا مشكله انه الرئيس اللي يجي 10 سنين الناس كل تعبده، قراراته كاع هو الملك هو الاله وقراراته صحاح. اعطونا وقت، خلوا الناس كجزائريين، لانه هذا المشروع يمس بالسياده الوطنيه، يمس بمستقبل الاجيال، يمس بحقوق البيئه. عندها احنا هنا ما عندناش من جمعيات راهي قويه تاع بيئه اللي قادره تفرض روحها باه تحمي البيئه من قوانين مثل هذه. على هذا الاساس ولكن استاذ سعيد زاهي، كاين هناك يعني الكلام اللي قلته كلام مهم، ولكن من جهه اخرى يعني ايضا تساؤلات تطرح. يقول لك وين راهي النخبه يعني باش تتكلم على هذا المشروع تاع القانون يعني تاع المناجم؟ وين راهو الشعب ايضا؟ لان هذا الامر يتعلق بالجينيراسيون فيتور، يتعلق به هو بولاده ولاده. استاذ سعيد زاهي. طبعا سي ناصر في سيركوي فيرمي. السلطه
هاك شفت من 2019 بعد الحراك الشعبي السلطه لجأت الى تقييد الحريات وسكتت الناس وخوفت الناس كاع، هي عارفه واش تدير. بطبيعه الحال الناس اللي يكتب كلمه في الفيسبوك راه الناس في الحبس لاستيان، هاك شايف الوضع باه ما نعاودوش نعاينوا الوضع. الناس بطبيعه الحال تخاف، وهذا هو مبتغى السلطه انه يخلى لها الجو وتتصرف ودير القوانين اللي حبت. لكن اثبت عندنا ديزيكسبيريونس في البلاد باللي القوانين بالطريقه هذه الا ما كاش نقاش حقيقي وتسمح المعارضه وتسمع المختصين والاساتذه الجامعيين، عندك الله يبارك عندنا 4 درك خلي لو ديبا واللي النخبه دركا واش نديروا القله اللي كاينين على الاقل انا نتكلموا على الاقل 20 30 واحد راهم يقولوا لا، ربما ينوضوا يسمعونا الاخرين. هذا مشكل تاع بلاد. السلطه مسؤوليه كامله اللي راه الى النخبه تخلات على دورها، لانه السلطه هي اللي قهراته تستعمل القمع. وسي ناصر على بالك السلطه عندها المال، عندها السلاح، عندها القوه، عندها الاعلام، عندها واحد ما يقدر يقف قدامها. لكن هناك جزائريين، والدليل هو الحوار اللي انا نتناقشوا فيه ونعلموا ونحسوا الناس على الاقل باللي القانون هذا مرتبط باجيال، مرتبط بسياده وطنيه، حقوق نتاع ملكيه عامه، ما هي لا ملك، لا هي ملك لا التبون ولا اللي بعد تبون ولا اي ملك لكل الجزائريين. يجب نطريتو نناقشوا القانون مناقشه جديه ونشوفوا واش ينفع الجزائر، لانه واش ينفع السلطه الجزائريه درك ما ينفعش الجزائر بعد رحيل هذه السلطه. كمام يكون في مصلحه الشعب الجزائري، الاجيال القادمه، ومصلحه البلاد. طيب يعطيك الصحة أستاذ سعيد زاهي. يبقى معنا Lyes Jubaili. Je reviens vers vous, Lyes Jubaili, puisque Maître Saïd Zahi a parlé aussi de l'adoption du projet de loi sur le code de procédure pénale. Bien sûr, ces derniers mois, ces dernières années, depuis 2019, on est en train de faire passer des projets de loi que beaucoup d'Algériens, mais aussi d'observateurs, trouvent qu'ils sont liberticides. Cette situation de gérer notre pays inquiète, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisque aussi nous parlons souvent sur la chaîne Maghrébine de la situation géopolitique, de nos relations avec d'autres pays, Lyes Jubaili. Est-ce que cette évolution de l'Algérie vous inquiète? Moi, la situation de l'Algérie m'inquiète. Et moi, je vais apporter les preuves. C'est-à-dire apporter la preuve d'Elil, la preuve à l'appui. C'est que plus de 500 milliards de dollars, je dis bien plus de 500 milliards de dollars qui ont été alloués, qui ont été déversés entre 2019 jusqu'à 2025 sont partis en fumée. Est-ce qu'il y avait un décollage économique? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les experts qui sont en Algérie. Ce sont ceux qui gravitent autour de la Banque nationale d'Algérie. Ce sont ceux qui sont en Algérie. Il y a 500 milliards de dollars qui ont été déboursés entre 2019 et 2025 en 6 ans. Il n'y a pas de numérisation. Deuxièmement, pas d'industrie, pas de décollage économique. Je veux dire, on a des problèmes en temps même pour l'autosuffisance, pour l'irrigation d'eau. Parce que l'eau, c'est une ressource de demain qui risque d'être très importante pour nous, très importante. On a le stress hydrique. Est-ce qu'on a investi? Rien. Donc, je veux dire, il faut attaquer avec les moyens qu'on a, loin des moyens qu'on a. Il faut attaquer dont nous sommes capables de faire. C'est-à-dire, pour moi, l'agriculture. C'est le cœur ambulant pour faire décoller notre pays. Ne pas se précipiter maintenant dans la diversification du secteur minier. Je dis aussi une chose. Le Gabon, je connais le Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays francophone très riche en pétrole. Maintenant, ils ont signé des contrats avec des Chinois pour des concessions sur le bois. Complètement. Ils ont signé des contrats à tout va. Mais
peu de projets qui sont actifs actuellement au Gabon. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des collègues, c'est des amis qui sont d'origine gabonaise. Ils le disent, attention, attention, le Gabon, il est en train de, je veux dire, de brader ses ressources. Et aussi un point important, est-ce que les parlementaires algériens, est-ce qu'ils savent que les cours mondiaux des métaux, des matières premières, elles sont liées au coût de l'exploitation. Le cours mondial du métal, il monte et il bat. Il est lié au coût de l'exploitation. Si l'exploitation, elle est plus importante que le prix de revient, ça veut dire qu'on va se diriger à perte. C'est-à-dire qu'on va exploiter à perte. Il faut dire que certains gisements pétroliers, aussi en Algérie, ils sont à perte. Vous savez, quand on vous dit un pays qui a du pétrole, oui, il a le pétrole, ou le Sénégal a trouvé du pétrole, la Mauritanie, il faut du pétrole, mais il faut exploiter après. Il faut de la main-d'œuvre, il faut exploiter, il faut de la recherche de développement, il faut aussi un laboratoire. Vous savez, le pétrole irakien, qui est parmi les meilleurs pétroles au monde, il s'évapore moins vite que celui saoudien. Mais eux, ils ont ce don du ciel, ils peuvent le faire, ils ont cette capacité. Mais nous, on n'est pas vraiment un pays pétrolier, on est peut-être un pays gazier plus que pétrolier, mais je dis attention, ne mettons pas toutes nos forces sur les énergies fossiles. Merci. Il faut diversifier autrement. Peut-être Sidi Mounet, il connaît bien, il connaît aussi la Hollande. C'est quoi le syndrome hollandais? Aussi, dans les années 20, ils avaient des problèmes, ils avaient le pétrole. Mais les Hollandais, c'est eux qui ont construit la Hollande. Merci, Lies. Non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut voir, mais il ne faut pas niquage aussi. Il faut s'ouvrir aux autres, voir ce qui a fait ton voisin, ce qui a fait tel pays, ce qu'a fait le Gabon, la RDC, l'Australie. C'est comme ça pour avoir une idée. Donc, on ne peut pas s'ouvrir comme ça de façon non contrôlée. Premièrement, parce que ces ressources, ce n'est pas les nôtres, ce sont les ressources du peuple algérien. Merci. Ou pour les autres générations, ça c'est très important. Merci, Quand on parlementaire, je finis, c'est important. Quand on parlementaire, c'est une chambre d'enregistrement, on ne va pas le redire à chaque fois. Les parlementaires, le Parlement algérien, c'est une chambre d'enregistrement. J'essaye de suivre le débat et d'être un peu crédible. C'est une chambre d'enregistrement. Tout ce qui est dicté, on l'applique. Merci, Lies. Désolé, Lies, parce qu'on est pressé par le temps. Gamel Abina, la façon dont on est en train de gérer l'Algérie inquiète au plus haut niveau. Sur le plan interne, des lois liberticides qui sont dénoncées par les Algériens, par les militants politiques, les militants des droits de l'homme, mais aussi à l'extérieur, on est en train de voir une situation chrysogène avec beaucoup de pays. Est-ce que cette situation vous inquiète aussi, Gamel Abina, et quand je parle des situations, bien sûr, je parle de la façon dont on est en train de gérer notre pays. Gamel Abina. Bon, je ne suis pas du tout inquiet. Les relations d'État à État sont les relations qui ont des hauts et des bas. Les pays avec lesquels on a des mauvaises relations sont des pays qui ne sont pas recommandables, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. On parle d'Israël, ce n'est pas la peine d'en parler, hein, tellement c'est l'horreur. On parle évidemment des tensions avec la France parce qu'elles sont entretenues par un type d'extrême droite, je le rappelle quand même, Otayo, hein, qui vient de gagner. On parle du Mali qui est quand même pas le plus sympa parce qu'il a quand même oublié que l'Algérie a largement participé à son soutien et continue à le soutenir économiquement malgré tout. On parle du Niger, ça se passe bien quand même. On parle du Burkina, mais c'est pas grand-chose en réalité comme tension. Et effectivement le Maroc, mais ça c'est presque une tradition, 50 ans avec le Sahara occidental, 63 avec la guerre des sables. Donc il y a une logique. Mais par contre, ça se passe très bien avec tous les autres pays. Je suis désolé, hein, je veux dire l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, la Slovénie, même les petits pays de la mer Adriatique, ça se passe bien. Donc, mais à l'échelle intérieure, si on revient un peu sur cette question, Gamel Abina, beaucoup de militants des droits de l'homme, des militants politiques dénoncent la situation des libertés. Il n'y a pas une ouverture politique, il n'y a pas d'ouverture médiatique. Et ça ne fait pas avancer le pays, Gamel Abina. Si, médiatique, il y en a, puisqu'il y a les médias privés. Donc il y a une ouverture médiatique. Après, si vous parlez de la presse, c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire simplement, quand il y a des tensions un peu comme ça, un peu violentes, et elles sont absolument considérables aujourd'hui, évidemment qu'il y a des tensions internes, c'est logique. Il y a des opposants, il y a des manœuvres extérieures, il y a des dangers qui sont réels. Donc le pays a besoin de se renforcer parce que malheureusement, c'est comme ça. L'Algérie a toujours été un abcès de fixation pour certains et ils veulent les déstabiliser. Donc on le sait très bien. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une tension entretenue, elle vient de l'extérieur.
Donc, il ne faut pas perdre de vue. Après, il y a des problèmes internes comme tous les pays, mais ça, c'est normal, il n'y a pas de surprise. Mais moi, je suis toujours très nationaliste, je suis résolument optimiste pour l'Algérie, je pense qu'on va aller dans la bonne direction. J'entends qu'aucun investissement productif n'a été fait, c'est pas vrai, mais pas du tout. J'y vais régulièrement, donc je constate les changements, et ce qui me rend assez fier de l'Algérie aujourd'hui, c'est de me dire qu'il y a une diversification interne de l'économie qui est en marche, qui est visible. Il suffit d'aller dans les centres commerciaux pour voir que les produits algériens émergent. Il suffit de voir la tension qu'il y a sur les produits algériens à l'export. Je peux même vous annoncer une chose. Il y a une fille qui est revenue d'Angleterre avec un pot de Morgen. Donc elle revient d'Angleterre, elle traverse la zone euro. Elle a reçu une amende de 630 € pour un pot de Morgen. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il y a une guerre économique qui est engagée et l'Algérie qui va sur le terrain de la réussite dont le peuple travaille, quoi qu'on en dise. Eh bien, l'Algérie est mise en difficulté. Puis, pour ce qui concerne les investissements structurants, on prend l'exemple du métro, il a été long à faire, mais il existe, il est réel. Il y en a d'autres. Eh bien, c'est des réalités qui ne sont palpables. On n'est pas dans un pays où tout l'argent a été mis à la poubelle. Ça n'est pas vrai, ça c'est excessif. Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Merci beaucoup, Gamal Abina. Docteur Sid Ahmed Minad, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps et je donnerai le mot de la fin à Maître Saïd Zahi. Votre mot de la fin, Dr Sid Ahmed Sidi Minad, beaucoup de personnalités, des experts demandent donc le retrait de ce projet de loi dont les partis que j'ai cités, donc le FFS et le Parti des travailleurs. Votre réaction? Vous savez, premièrement, faut-il préciser que en ce qui me concerne, et je crois que M. Saïd Zahi pourrait en témoigner lui aussi, c'est que depuis près de 2 mois, nous parlons déjà de ce projet de loi. Nous avons touché beaucoup de gens pour leur expliquer de quoi il s'agit, notamment notre frère Karim Tabou, à qui on a expliqué les enjeux de ce projet de loi. Et je suis heureux qu'il ait retenu une bonne partie de ce que nous lui avions confié comme élément concernant ce projet de loi. Et il en a fait un appel. Il vaut ce qu'il vaut. Je le respecte, bien sûr. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que aussi, j'espère que dans les années à venir, on ne vienne pas réembobiner tout ce débat qu'on vient de faire aujourd'hui pour dire « Ah, finalement, vous aviez raison ». J'espère que non, parce que ce serait dommage et ce serait trop tard surtout. Et puis mon mot de la fin, j'aimerais bien aller avec M. Gamal Abina à Alger ou en Algérie pour qu'il me montre toutes ces réalisations, toute cette fierté de l'économie nationale et tout. Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'arrive pas à voir ça. Donc, j'aimerais bien qu'il soit mon accompagnateur pour m'ouvrir les yeux et être convaincu que effectivement le pays avance. Mais il a oublié, il a omis de dire que il y a une fermeture totale en Algérie sur les libertés individuelles et collectives. Il faut qu'il le dise. Il faut qu'il le dise, M. Gamal Abina. Vous êtes, puisque vous partez en Algérie, vous voyez très bien ce qui se passe. Maître Saïd Zahi a bien dit pour un simple post Facebook, vous pouvez vous retrouver en prison. Il faut le dénoncer, M. Gamal Abina. Il ne faut pas simplement parler des réalisations de l'Algérie. Mais encore une fois, acceptez que je vienne avec vous pour voir avec vos yeux ce que moi je n'arrive pas à voir. Merci. ميرسي بوكو دكتور سيد حمد سيدي مناد. استاذ سعيد زاهي، يعني الكلام الاخير نخليه لك ليك استاذ. تكلمت يعني على خطوره هذا المشروع، يعني قانون استغلال المناجم، ولكن خطوره ايضا اننا وصلنا لواحد الحال يعني رانا نكروا في نفس الاخطاء الماضي، وانت اعطيت امثله كثيره استاذ سعيد زاهي. هل هذا الأمر يعني كيفية تسيير شؤون الدولة أصبح خطر على البلد؟ أستاذ سعيد زاهي. نعم سي ناصر، تمنيت لو كان سي جمال أبينا يبقى معنا باه نقول جمال هذا الخطاب هذا أنا يسمع فيه كل يوم. أرو يسمع فيك أستاذ سعيد زاهي. جمال هذا الخطاب هذا أنا معك سي جمال. لو كان البلاد قدرات البلاد كانت صغيرة،
انا ما عرفتش بلاد في العالم دابري ما قريت، ما عرفتش بلاد انه تطور في ظل انعدام حريه الصحافه، انفتاح سياسي، ديبا تاع المواطنين، حوار، هذا اساس اي تنميه ما كاش في البلاد هذه. الحاجه الثانيه انه البلاد راهي تمشي وتتقدم، هذا نسمع فيه عندي 30 ولا 40 سنه مي عمرها لا تقدمت البلاد. ونقدر ندعو سي جمال يجي عسمان على حسابي، واني عايش في المحاكم ونضر كل ولايات تاع الوطن واعرف البلد جيدا. بلاد بقاره فيه 2,500,000 كيلومتر مربع، وخيرات بلاد فيها 40 مليون. ويمكن لسي جمال يدير مقارنه بسيطه، هل الامكانيات هذه اللي يشوفها من 60 سنه مع ما هو موجود في الجزائر، هل نقدروا نديروا خير ولا؟ انا نهضروا باللي بلاد بالكفاءات اللي عندها البشريه والثروات الطبيعيه والخيرات، انه نبنوا بلاد تكون احسن مما راهي عليه الجزائر 1000 بالمره. انا كي يقولوا لي راهي مستهدفه والناس، وشكون اللي مستهدفها؟ الناس. هذه المشاريع وهذه القوانين، انا نقول يداروا قوانين بعد 5 سنين عامين. هذا لا بيريود من 2019 ل 2025 انا سميتها دياري تاع قوانين، اسهال كل يوم قانون، وما كانش بدون دراسه ونتائجه، ما كان واحد يقيم، ما كان واحد يحلل، ما كان واحد يكريتيكي. كيفاش حبيتوا البلاد هذه تطور ونقعدوا غير نشكو باللي راه العالم قاعد يتآمر علينا؟ هي بلادنا. انا والله ما شفتش ايادي خارجيه لنا. هذه القوانين وعدم وجود حريات فرديه جماعيه، عدم وجود مناقشه للقوانين، هو عدم وجود رؤيه سياسيه. رانا نجيروا في الجزائر هذه القاره سمانه بسمانه، شهر استنى نشوفوا الفيسبوك واش يدير، كون بدلوا يعني ما والله تجاوزنا المرحله هذه. هذا الكلام هذه نتاع الجزائر هي تمشي مليح، نتقابلوا بعد 5 سنين بالسياسه هذه ونشوفوا الى مشات ولا حبست ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه استاذ سعيد زاهي. بارك الله فيك. جو رابيل دونك سعيد زاهي افوكا ميليتون دي دروا دو لوم كان معنا من الجزائر دوبي الجي بار تيليفون par Skype, pardon. Merci aussi Elias Djbeili, économiste, ingénieur et militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci à Gamel Abina, expert en relations internationales. Il était avec nous depuis Paris aussi. Et grand merci à Dr Sidi Mned, expert senior à l'ONU. Il était avec nous depuis Vienne via Skype. J'espère qu'on a apporté un peu de lumière sur ce projet de loi sur les mines.